Le futur de la monnaie. Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. Deuxième partie de nos entretiens. Le futur de la monnaie, un livre que vous venez de publier avec Natacha Valla. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux thèmes qui sont abordés dans ce livre. Les monnaies locales et la relation entre la monnaie, la finance et le changement climatique. Alors d'abord, les monnaies locales. Sujet intéressant, vous estimez que ces monnaies locales peuvent rénover les territoires par l'économie circulaire. Oui. Parce que les monnaies locales, par rapport à ce qui a été dit dans la précédente émission sur les crypto-devises, les monnaies locales sont de vraies monnaies. Elles sont dites complémentaires de la monnaie nationale dans laquelle elles se situent. Pourquoi? Alors comment elles sont émises, ces monnaies locales? Alors, elles sont complémentaires parce elles vont être émises de deux manières possibles. Elles sont complémentaires parce qu'elles sont définies dans l'unité de compte officielle et qu'elles sont, si vous voulez, il y en a deux possibilités. Là, il y en a une possibilité qui est une monnaie pour la consommation, si vous voulez, et qui est par conséquent une monnaie qui est créée. Donc elles sont adossées à l'euro, au dollar. Oui, mais elle est créée par, disons, un fonds d'entrée, directement. Et par conséquent, la contrepartie monnaie nationale de la monnaie locale en question, elle est maintenue dans le cadre de ce fonds. Ce qui veut dire que quand on en sort, il y a, si vous voulez, une convention sortante, hein. On veut plus rester, on a un montant de cette monnaie locale, on veut la retransformer en monnaie nationale, et vous avez, elle va donc disparaître, et la contrepartie, c'est une réduction de la quantité de monnaie nationale qui est là pour lui donner le backing, en quelque sorte. D'accord. Ça, c'est la monnaie locale pure, en quelque sorte. Hein. Alors, quel est l'avantage qu'elles ont? C'est leur caractère qui a été introduit d'ailleurs pour cela, leur caractère de fongibilité. Fongibilité, ça veut dire que parmi les fonctions de la monnaie, ces monnaies locales sont essentiellement la fonction de circulation pour faire des échanges, parmi notamment des acteurs qui ne sont pas bancarisés. Ce qui veut dire que ça étend le domaine d'échange dans l'espace local. Et donc, le fait d'être fongible, c'est-à-dire de ne pas être un instrument de thésaurisation, est évidemment un élément qui favorise la circulation, et donc c'est un premier avantage. En quelque sorte, de faire rentrer dans l'espace de circulation et donc dans le lien social, des acteurs qui ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas bancarisés. L'autre élément, l'autre type de monnaie... Est-ce que c'est pas destiné plutôt aux pays en développement par rapport aux pays développés? Ces monnaies locales. Non, on en a, je veux dire, les Anglais en ont pas mal, etc. Donc, ça commence à se développer. Il y a eu des sources de monnaie locale qui ont été temporaires dans des pays en développement, en développement, oui, on peut dire l'Argentine, par exemple, on peut dire, dans des périodes où il y a une contestation de la monnaie nationale parce que l'État devient défaillant. Et la conséquence de ça, c'est généralement de l'inflation. Donc, ces monnaies-là ont été émises pour maintenir, en quelque sorte, la valeur des échanges dans le cadre de communautés qui essayent de se protéger de l'inflation générale et de la destruction de la monnaie, en quelque sorte, nationale. Ça, c'est une première caractéristique. Mais les monnaies locales qui existent aujourd'hui, notamment dans les pays occidentaux, ce sont des monnaies dont l'enjeu est de développer, en quelque sorte, sur les territoires comme des espaces de souveraineté partielle, pour pouvoir développer un type d'économie qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire une économie dans laquelle sont liées entre elles de manière beaucoup plus étroite, des entreprises, des citoyens, des entités qui sont des associations, etc., de façon à constituer un maillon territorial fermé. Enfin, fermé. Il va être ouvert sur l'extérieur, mais le point fondamental, il est localisé, le point fondamental, c'est que vous avez une souveraineté subnationale derrière ça, partielle, mais une souveraineté quand même,
puisqu'il y a une monnaie qui circule, etc. Et donc, dans la forme la plus élaborée, c'est pas seulement une monnaie qui sert à la consommation, mais c'est une monnaie de crédit dans un ensemble d'entreprises liées entre elles, qui font des relations entre elles d'échange, parce qu'elles sont des relations de production communes, et qu'on appelle l'économie circulaire, en ce sens que l'idée qu'il y a derrière... Il faut qu'il y ait un lien de confiance entre ces entreprises. Bien sûr, mais attendez, l'idée qu'il y a derrière, c'est que on essaye qu'il y ait le moins de déchets possible. Les déchets rentrent comme des inputs dans le process de production d'un partenaire. Les déchets de l'un rentrent comme input dans un progrès de production de partenaire. D'où le caractère circulaire du processus de production, au lieu d'être une chaîne linéaire, si vous voulez. Vous avez insisté au départ sur l'aspect lien sociétal de consommation de ces monnaies locales, mais vous venez d'évoquer là le lien entre les entreprises, faciliter la vie entre les entreprises locales, les liens circulaires. Est-ce que ces monnaies locales peuvent aussi servir à stimuler l'investissement local ? Oui, elles le font. Alors l'exemple le plus célèbre, parce qu'il existe toujours, ça marche bien donc, c'est en Suisse, ce qu'on appelle le VIR. Le VIR a été une monnaie des crédits, en quelque sorte, dans un ensemble d'entreprises bien définies d'une région, et qui servait à surmonter la Grande Dépression. Ça a été créé en 1934 et 1936. Et donc, le point fondamental, c'est que ça fonctionne très très bien. Parce que la monnaie de crédit, comme la monnaie purement de consommation dont j'ai parlé tout à l'heure, sont ancrées sur l'unité de compte nationale. Elles sont reconnues quand même par la Banque centrale, qui a la capacité, s'il y a des difficultés qui se produisent avec des dettes qui posent problème, a la capacité, si vous voulez, de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort dans le cadre de la monnaie locale. Et donc, le fait qu'elles soient des monnaies de crédit et qu'elles sont liées à la production permet de développer la vitalité d'un système de production locale. Est-ce que ça permet aux autorités locales d'orienter cette stimulation de l'investissement local ? Alors, elles peuvent le faire en ce sens que le secteur public peut faire deux choses. Alors, je prends l'exemple de Bristol, par exemple, au Pays de Galles. Eh bien, faire payer les impôts, d'ailleurs, ça revient un peu à des choses que j'ai peut-être dû dire tout à l'heure. Ce qui rend souverain la monnaie, c'est le fait qu'elle est reconnue comme le paiement des impôts. Donc, son lien à l'État est lié à ça. Eh bien, les impôts locaux, dans certaines caractéristiques de monnaie locale, peuvent être payés en monnaie locale. Et donc, à ce moment-là, son lien avec l'autorité publique locale est fait directement. Et donc, on voit apparaître des monnaies locales qui ne sont pas des monnaies transitoires liées à la défaillance de l'État central, mais à des monnaies locales qui sont liées, à mon avis, à l'approfondissement de la démocratie au niveau de démocratie participative au niveau local. Donc il y a une souveraineté locale reconnue et par conséquent la monnaie qui lui correspond. Merci Michel Aglietta pour ces explications.